L'individu s'émancipe et s'épanouisse. Oui, je pense que la franc-maçonnerie, par ses valeurs, ses symboles, par ses rites, par son fonctionnement, est une société permettant à tous les humains de se construire et de contribuer à construire une société plus juste, plus libre et plus fraternelle. Et en particulier, je pense aux femmes. Faire progresser l'humanité, que chacun et chacune vive en être libre, qui ne relève que de sa seule conscience dans le respect des valeurs universelles de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Je voudrais revenir, excusez-moi d'insister, je voudrais revenir sur l'identité européenne. Est-ce que c'est un terme qu'il faut exprimer? Est-ce que ça a une certaine valeur, une certaine consistance? Quel peut être votre avis, vous qui êtes au cœur de l'Europe, quel est votre avis sur la spécificité d'une éventuelle identité européenne? Identité, cela a été dit ce matin, c'est un mot dangereux. Il est dangereux non pas seulement par les tensions, les conflits qu'il risque de réactiver, il est dangereux aussi parce qu'il a peut-être une tendance un peu réductrice. Je pense à quelqu'un qui a dit un jour une formule que j'aime beaucoup, qui a parlé de l'assassinat par la définition. Et il est vrai que, permettez-moi une image peut-être un peu trop poétique, certains concepts sont un peu comme ces oiseaux qui ne chantent plus quand on les met en cage. Et donc définir, c'est toujours limiter. Et en ce qui concerne l'identité européenne, je crois qu'on ne peut pas la réduire à un mot, ni à une phase, ni à une époque, parce qu'elle est en fait une succession. Elle est une succession de strates qui, chacune, a apporté quelque chose, de sorte que le mouvement n'est jamais terminé, c'est fort heureux, et que ça nous donne une chance maintenant de le continuer. Alors ces strates, elles ont été déjà décrites ce matin, on a beaucoup parlé, et on a bien fait, de la Grèce, de Rome, du christianisme, des Lumières. Comment y revenir ? Sinon, en prenant un aspect particulier de chacune de ces influences. Et cela peut paraître parfois un peu futile, mais je crois que pour la construction d'un esprit européen, cela a toujours été capital. Et je veux parler de la tragédie grecque, du droit romain, de la morale chrétienne et de la pensée des Lumières. Pourquoi la tragédie grecque ? Parce que lorsqu'on étudie ce formidable 5e siècle, qui, je crois, n'a d'égal pour la créativité que le 17e siècle français, mais on voit que les trois génies qui se sont succédés à ce moment-là ont été en progression dans l'humanisme. Si l'on considère le premier d'entre eux, Échille, on s'aperçoit que le rôle du cœur est capital, que les 3/4 du dialogue sont réservés au cœur et qu'en face, il y a un personnage humain unique. Et cela montre quoi ? Cela montre que l'homme est encore écrasé par les dieux et que s'il combat les dieux, il va à un échec. Et c'est pourquoi le personnage central d'Échille, c'est Prométhée, évidemment. Prométhée enchaîné sur son rocher. Et si l'on passe à Sophocle, on s'aperçoit que la part du cœur diminue et qu'en face, il n'y a plus le personnage unique, il y a pluralité des personnages. Ce qui veut dire que là, nous passons dans le dialogue entre les hommes et que l'on sort d'une verticalité systématique et totale pour entrer dans une horizontalité de l'humain. Eh bien, là, il y a déjà une étape fondamentale dans l'humanisme grec. Et si l'on va plus loin, le troisième, évidemment, c'est Euripide, et là, on s'aperçoit que c'est la destinée humaine qui est prise en compte avec, d'ailleurs, cette idée fondamentale d'une injustice de la condition humaine. Donc, la tragédie grecque,
a déjà créé quelque chose, et quelque chose qui va rejaillir d'ailleurs dans le domaine politique avec la démocratie. Il faut se souvenir d'ailleurs qu'Eschyle avait combattu à Salamine, donc il est à la fois un homme de théâtre et un homme de combat et de démocratie, et puis aussi sur une véritable laïcité. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'Alain Finkielkraut, pour qui j'ai une grande admiration, et qui montre que, effectivement, la laïcité fondamentale commence dans ce monde hellénique. Ensuite, pourquoi parler du droit romain ? Eh bien, parce que le droit romain va donner la primauté au contrat. Oh, les Romains n'ont pas inventé la notion de contrat, elle est dans la pensée humaine depuis toujours, mais cette primauté donnée au contrat, qui d'ailleurs sera reprise beaucoup plus tard par Rousseau pour en faire la base de sa société, cette primauté du contrat montre deux choses. D'abord, que l'essentiel se trouve maintenant dans les relations entre les hommes. Un contrat est conclu entre deux parties, entre deux contractants. Et là encore, du vertical, nous passons clairement à l'horizontal. Et plus encore, cette philosophie du contrat va montrer que l'homme est capable de se donner à lui-même sa propre loi, et qu'une fois qu'il se l'est donnée, il se doit de la respecter. Pacta sunt servanta, dira-t-on à ce moment-là. Donc, il y a là une double idée. L'idée que l'homme est responsable parce qu'il est libre, et qu'il est libre parce qu'il est responsable. C'est évidemment un immense progrès dans la voie de l'humanisme et de cette identité européenne. Mais il restait quand même là une lacune, et elle a été évoquée ce matin, c'est que ces deux types de sociétés se sont accommodés de quelque chose qui pour nous est le scandale suprême, c'est-à-dire l'esclavage. Et pourquoi l'ont-elles fait ? Bien parce que chez les Grecs, cette philosophie a abouti à une admiration du cosmos. Le cosmos, c'est la beauté. Il faut d'ailleurs rappeler que le mot en grec, avant de signifier le monde, signifie la beauté, l'harmonie. Il nous en est resté le très moderne cosmétique. Eh bien, le cosmos étant la beauté, le rôle de l'homme, c'est de se pénétrer de cette harmonie et de la recréer à la fois dans la société et en lui-même. Et il y a un aspect négatif à cela, il y a toujours un aspect négatif quelque part, c'est une espèce de culte de la place. Chaque homme a sa place dans ce monde et n'a pas à en sortir. Et s'il est né esclave, il restera esclave. Les Romains auraient pu progresser un peu dans la voie, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient une conception restrictive de la citoyenneté. Tout le monde n'était pas citoyen à Rome, il a fallu attendre l'édit de Caracalla, qui doit se situer, je crois, en 212, c'est-à-dire à une époque déjà très lointaine de l'histoire romaine, pour que tous les habitants de Rome deviennent citoyens. Donc à partir de là, il y a une opposition entre le citoyen et l'esclave. Eh bien, il appartenait à la morale chrétienne, et je précise bien morale, je ne parle pas évidemment de théologie, d'avoir changé cela, et l'avoir changé parce que à cette philosophie statique de la place va se substituer une philosophie dynamique du parcours. Ce qui compte pour l'homme, c'est le parcours qu'il est capable d'effectuer. Et il y a sur ce point un texte fondamental et magnifique, c'est la parabole des talents. Qu'as-tu fait de ton talent ? Et donc, à partir de là, une certaine conception de la dignité humaine va apparaître, conception de la dignité humaine qui évidemment s'oppose au fait qu'un homme puisse devenir une marchandise. L'homme est l'image de Dieu. Et on peut voir là ce qui manque encore pour arriver à un humanisme plus complet, c'est que nous sommes encore dans une forme de conditionnement dans la mesure où l'homme ne peut se réaliser qu'en réalisant un plan qui est extérieur et supérieur à lui. Et ce qui sera probablement
l'apport essentiel de la philosophie des Lumières, c'est de passer du projet divin au projet humain et de considérer que l'homme est capable par lui-même de concevoir ce projet. Et nous avons là, au fond, dans ce que les juristes vont appeler la théorie de l'autonomie de la volonté, qui imprègne le Code civil, nous avons l'idée romaine qui s'épanouit tout simplement. L'idée que l'homme est capable, en dehors même de toute notion contractuelle, d'imaginer et de se créer sa propre loi, de trouver lui-même sa vérité. Kant nous dira, pour définir la philosophie des Lumières, sapere aude, il ne fait que citer Horace d'ailleurs, ose savoir, ose penser par toi-même, et ce sera l'épanouissement, l'émancipation, à la fois de l'homme et de l'humanité. Mais le reproche que l'on a pu faire à cet humanisme des Lumières, c'est de se refermer éventuellement sur ce qu'on a appelé la modernité. Et là, je suis obligé de revenir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. La modernité, qu'est-ce que c'est finalement? C'est le règne de la raison. La raison qui peut à la fois être un moyen de connaissance et un facteur de progrès, et même, diront certains, le seul. Et c'est là que l'on va s'apercevoir de l'aspect réductif d'une telle conception. D'où ce qu'on a appelé la postmodernité. Et qu'est-ce que c'est que la postmodernité? Je laisserai la place à Régis Debray quand il dit très joliment et méchamment la postmodernité, c'est ce qui reste de la modernité quand on a éteint les lumières. Et oui, derrière la boutade se cache une vérité cruelle. C'est que cette immense espérance d'émancipation, de réponse à toutes les questions qu'avait créé la philosophie des Lumières, lorsqu'elle s'éteint, eh bien, il ne reste que ce que, ça a été dit aussi tout à l'heure, ce que Max Weber appellera le désenchantement du monde. Et le désenchantement du monde, ce n'est pas seulement une déception, ce serait très banal, c'est le fait d'un monde qui n'est plus habité par le champ, c'est-à-dire par le sens. Eh bien, c'est là que la maçonnerie pourra apporter un élément supplémentaire à cette construction par strates en demandant à chacun de rechercher le sens de sa propre vie. C'est un postulat, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, postulat du sens parce qu'on n'affirme aucun sens, on demande à chacun de le rechercher. Et notre temple, ce temple dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il ne contient rien? Si, il contient quelque chose, mais ce n'est plus le temple matériel. Le temple de Salomon a été détruit 2 fois, de sorte que le reconstruire matériellement ne serait que donner de l'ouvrage à un futur destructeur. C'est donc dans l'homme que ce nouveau temple doit être construit. Et si nous avions une doxa, pour revenir sur les termes, encore une fois, du précédent débat, cette doxa, c'est une doxa qui n'est jamais fermée sur elle-même, puisqu'elle se fonde sur la liberté de l'homme, sur sa capacité de progrès, sur cette façon qu'il a de toujours chercher d'autres questions pour apporter d'autres réponses. Alors l'identité européenne, il y aurait encore beaucoup de choses à en dire, mais je vois que mon temps de parole est expiré. Non, provisoirement, Jean-Claude. Mais précisément, puisque tu parles de la construction de l'Europe et tu as parlé de la construction et destruction du temple, finalement, il faut remettre sur le métier notre ouvrage. Mais est-ce que ça n'est pas une utopie? Et ce mot utopie, de la même façon que Socrate se disait citoyen du monde, est-ce que c'est une réalité ou une utopie? Sommes-nous aujourd'hui citoyens de l'Europe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sera une réalité demain? Donc on manipule quelquefois des idées qui sont des rêves. Espérons quand même que l'Europe se construise un jour. Et il est possible aussi que le mot universel soit lui-même une utopie. Alors notre titre, c'est, je le rappelle, humanisme européen et universalité. Qu'est-ce qui est universel? Peut-on dire que les droits de l'homme sont universels? Denise, tu as posé la question avec un doute. Est-ce qu'ils sont vrais partout, en tout lieu et toute part? C'est pas sûr.
J'ai envie de demander à Alain Grézel sa conception de l'universalité par rapport à nous, à nos valeurs de francs-maçons. L'universalité. Peux-tu nous parler de l'universel en général? Oui, alors j'ai pas une conception personnelle de l'universalité. En revanche, ce qu'il est intéressant de souligner à mon avis, Jean-Claude vient de le faire déjà, mais je pourrais creuser un peu pour approfondir sa réflexion et me mettre à la fois dans sa perspective et dans ses traces. L'universel est déjà au rendez-vous chez les stoïciens. Ça a été évoqué à l'instant, le cosmos, c'est une vision universelle de l'être humain, par-delà les cités grecques qui s'affrontent les unes aux autres, raison pour laquelle Platon a produit sa réflexion qui visait à l'apaisement. Il y a de l'universalité aussi, et il y a de l'humanisme, car je vois une conjonction évidente entre l'idée d'universalité et l'idée d'humanisme. Il y a un humanisme chrétien. Considérer chaque être humain comme les judéo-chrétiens le font 10e, 5e siècle avant l'ère chrétienne et au début de l'ère chrétienne, considérer chaque être humain comme une part de l'étincelle divine, c'est d'une certaine manière poser les fondations de ce que seront les droits de l'homme de 1792, parce que c'est affirmer d'une certaine façon que l'être humain est un tabou, est un intouchable. Considérer que tu ne tueras point, considérer que tu aimeras ton prochain comme un frère, c'est un message qui, pour nous, aujourd'hui, est assez banal et banalisé, mais il est rien moins que révolutionnaire à l'époque où il est porté par ceux qui ont foi en cette religion et en cette culture. Il y a un humanisme chrétien qui s'épanouit à la Renaissance, et là, incontestablement, on peut parler d'humanisme européen. Ça ne signifie pas que l'humanisme européen prétende à une exclusive quelconque sur les autres formes d'humanisme, mais il apparaît quand même à la Renaissance, et il est, je dirais, d'une certaine façon théorisé. Et puis il y a l'humanisme des hommes du XVIIIe, et je me permets de souligner que lorsqu'on produit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on ne produit pas la Déclaration des droits des humains et des citoyens. On produit la Déclaration des droits de l'homme, et il me semble important de s'attacher peut-être et de considérer que lorsqu'on veut déclarer que c'est l'homme dans sa dimension universelle qui a des droits, ce ne sont pas simplement les droits des humains singuliers ou particuliers que nous sommes tous. Et je tiens pour ma part à ce que cette formule perdure. Je suis plus attaché peut-être à l'idée de déclaration des droits de l'homme que des droits humains, car je verrai dans la déclaration des droits humains une certaine banalisation, alors que j'ai le sentiment que la déclaration des droits de l'homme de 92 et la déclaration universelle d'après-guerre met l'homme sur un piédestal et, d'une certaine manière, l'installe dans une posture ou une position où il est en quelque sorte sacralisé, où l'on dit « on ne peut pas y toucher ». Alors, simplement, quel rapport avec l'universalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui? Eh bien, c'est le rendez-vous que le XVIIIe siècle nous donne au travers d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant se pose la question, dans Fondement de la métaphysique des mœurs, de savoir s'il existe une finalité indépassable et un but ultime à l'action des hommes, et il ne trouve cette finalité que dans la personne humaine, qui est un être doué de raison, et dit-il dans Fondement de la métaphysique des mœurs, dont l'existence est une fin en soi-même, je le cite, dont l'existence est une fin en soi-même, et même, dit-il, une fin telle qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre. Et il produit ce que l'on connaît, les maximes de l'impératif catégorique, la plus connue étant celle-ci: agis toujours de façon à traiter l'être humain en toi-même et dans la personne de tout autre, en toi-même et dans la personne de tout autre, comme une fin et jamais comme un simple moyen. Et il a sorti une deuxième maxime qui nous donne, alors là pour le compte, rendez-vous avec l'universel: agis toujours de façon à ce que la maxime de ton action, c'est-à-dire agis de façon à ce que la maxime de ton action, c'est-à-dire le principe subjectif qui la fonde, puisse être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Emmanuel Kant, de manière explicite, nous explique qu'il y a dans l'être humain une dimension de singularité qui est celle de sa culture, qui est celle de sa religion, qui est celle de son particularisme civilisationnel, mais il nous fait comprendre également, comme les hommes de la Déclaration des droits de l'homme, qu'il existe dans chaque être humain une dimension d'universalité qui doit être portée. Alors, on lui a reproché le caractère
un peu abstrait de cet universel, et on peut un peu le comprendre. Par exemple, il y a des formules du type « je connais les Italiens, les Allemands et les Espagnols, mais l'être humain dont parle Emmanuel Kant, je ne sais pas qui c'est, cela n'existe pas ». Mais Kant affirme que par-delà les particularismes, que par-delà les singularités individuelles, nous sommes chacun porteurs d'un universel humain, et je vais conclure sur cette partie de mon intervention, dont nous avons peut-être considéré à tort, et les hommes du XVIIIe ont commis cette erreur, et nous l'aurions commise probablement aussi, et cette erreur est la suivante, ils ont peut-être considéré que l'universel est un fait accompli, alors que l'universel, nous nous en sommes rendus compte au cours du siècle passé et des 2 siècles qui viennent de passer, ce n'est pas un fait accompli, c'est un projet d'accomplissement, c'est une tension vers une dimension de l'humain qui ne peut être accomplie que si elle est portée comme un projet par chacun de ceux qui en sont les porteurs, c'est-à-dire les individus et les êtres singuliers que nous sommes tous. Autrement dit, et je conclus cette partie de mon intervention ainsi, il existe un universel humain, mais cet universel n'est pas un universel de fait, il est un universel moral, il est un universel de droit, en tant qu'il est un projet que nous devons réaliser. Alors, à partir de ce moment-là, se pose la question du choix. Voulons-nous rester inscrits uniquement dans nos singularités individuelles ou dans nos particularismes, nos communautarismes éventuellement, ou voulons-nous porter au-delà de ces singularités et au-delà de ces particularités civilisationnelles, culturelles, éventuellement religieuses, pour construire un homme majuscule, comme dans la Déclaration des droits de l'homme et non pas la Déclaration des droits humains, qui serait en quelque sorte la nouvelle frontière que nous pourrions nous donner, car j'ai le sentiment que l'humanisme majuscule du XVIIIe siècle qui naît à la Renaissance européenne et qui est une idée et une notion que nous partageons avec beaucoup d'autres cultures et qui n'est en aucun cas une exclusivité européenne, j'ai le sentiment que cet humanisme-là, celui de la Renaissance, celui du XVIIIe, qui est né de la conjonction de l'intelligence de ceux qui ont